Salam alaikum, Azul. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au euh, module de la grammaire, deuxième année, L2, licence. C'est un module qui est bon, qui se compose de deux semestres, sont répartis euh, bien sûr le module est réparti sur, c'est-à-dire deux semestres. Premier semestre, il comprend plusieurs cours très importants et pertinents. Vous devez, sont presque, je dirais, la base de la grammaire. Vous allez mémoriser et les retenir bien. On peut dire aussi que c'est une succession de la première année, parce que la première année, je pense que vous avez fait les classes grammaticales entre variables et l'INEF, c'est-à-dire l'INEF est partie du discours, le nom, le verbe, etc., entre variable et invariable. Et vous avez aussi fait ce qu'on appelle les syntagmes. Dans la deuxième année, vous aurez aussi la même chose, mais avec, je dirais, avec beaucoup de détails, beaucoup de connaissances à aller concrétiser. C'est ça. Je vais commencer, bismillah. On va commencer avec le premier semestre. Comme vous voyez devant vous, mes amis, avant de commencer, je vais juste donner une petite remarque. Comme vous voyez, j'ai préparé les deux semestres. C'est-à-dire, j'ai pas fait le copie-coller, non. J'ai fait un travail, c'est-à-dire un travail propre, un travail digne d'un étudiant, c'est-à-dire sans inclure des cours que on a eu de la part de nos enseignants. Non. J'ai fait une sorte de récapitulation. Et quand vous remarquez, vous avez S1, premier semestre, il y a des différents titres. Par exemple, vous avez ici définition du syntagme, il y a la définition de la phrase syntaxique. Et puis on descend, vous trouvez plusieurs concepts, plusieurs cours, petit à petit, et aussi jusqu'au deuxième semestre. Comme vous voyez cette liste qui est en train de défiler devant vous, on va passer, on va passer à on arrive au deuxième semestre. Vous remarquez, il y a aussi des exemples par rapport aux cours, aux différents cours. Et ici, on arrive jusque, bien sûr, c'est un dossier un peu, je dirais, très étalé, ou bien, mais vous voyez, maintenant on est arrivé au deuxième semestre. On va commencer par la syntaxe verbale du français. J'ai bien, choisi les choses qui sont importantes et pertinentes, et j'ai bien sûr exclu tout ce qui est, comment dirais-je, qui n'est pas essentiel. Et j'espère que vous allez trouver ça, c'est-à-dire adéquat avec votre compréhension et avec votre façon de saisir l'information et appréhender. On va commencer avec le premier semestre. Définition du syntagme. Le syntagme, c'est un ensemble de mots formés d'un seul ou plusieurs mots qui s'organisent autour d'un mot essentiel appelé tête de syntagme. C'est ça ce que vous devez les retenir. Bien sûr, on a dans les chaînes parlées, c'est-à-dire lorsqu'on compose des phrases, ou bien on fait la conception, ou bien lorsqu'on doit, c'est-à-dire former des phrases, c'est naturellement ces phrases, ils vont être, c'est-à-dire ils vont prendre ce qu'on appelle cette forme de syntagme par rapport à, bien sûr, à la tête. C'est-à-dire ce que vous devez retenir et comprendre pour les gens qui ne savent pas que veut dire syntagme, ou bien ils trouvent qu'il y a
il y a de l'ambiguïté, ou bien ils veulent comprendre, c'est un ensemble de mots, formé d'un seul ou plusieurs mots. C'est-à-dire, vous trouvez que, par exemple, on a une phrase, par exemple, le chat dort, par exemple. Ici, c'est-à-dire connaître les différents, c'est-à-dire mots qui composent cette phrase. On a le, c'est un déterminant. On a chat, c'est un nom. On a le verbe dort. Alors, par exemple, dans le chat, c'est quoi? Euh, c'est un, c'est un syntaxe nominal parce qu'il est composé de déterminant et un nom. Et dans le chat d'or, on a le verbe. De cette manière, on arrive à comprendre que le verbe, c'est essentiellement. Et d'or, c'est un syntaxe verbal. C'est-à-dire, par exemple, pardon, c'est-à-dire, par exemple, si on donne un exemple, on dit par exemple, si on prend un syntaxe nominal, on dit par exemple, euh, on dit, euh, on dit par exemple, on dit, euh, on dit par exemple Ali, ou Pierre, bien jaune. C'est-à-dire, le mot seul peut être un syntaxe, parce qu'il représente une tête. Alors, la tête, c'est, euh, c'est ce qui définit le syntaxe. On peut prendre par exemple son père est, je dirais, est boulanger. Boulanger, c'est un syntaxe nominal parce que boulanger c'est un enfant, etc. Bon, maintenant on va passer à ce qu'on appelle définition de la phrase syntaxique. C'est un ensemble de mots organisés de façon cohérente autour d'un verbe conjugué. C'est-à-dire, dans une phrase, vous trouvez de l'autonomie et de la cohérence, et vous trouvez aussi un verbe conjugué. Ça qui caractérise, c'est-à-dire la phrase syntaxique. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle une 9 parties du discours. Sont par exemple le nom, le verbe, le pronom, déterminant, l'adjectif, qualificatif. Euh, bien sûr que ce sont des classes grammaticaux variables, c'est-à-dire qui s'accordent en genre et en nombre. Vous avez la préposition, les prépositions, les conjonctions dans leurs deux formes, soit conjonction de coordination ou bien conjonction de subordination. Vous avez les interjections et vous avez les adverbes. Ce sont tous cette liste, cette dernière liste, c'est-à-dire elle est invariable. Ils ne s'accordent pas en genre et en nombre. Bon, et puis on a les formes d'énoncés. Vous avez par exemple obligatoire. Et vous avez facultatif. Dans l'obligatoire, vous avez les phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives. Ce sont les différentes phrases. Vous trouvez les différentes phrases dans les romans, dans les textes, dans les articles, c'est-à-dire sont liés au style de l'écriture de l'auteur ou bien de l'écrivain. Vous avez d'autres formes qui sont facultatives, c'est-à-dire ils sont pas, ils ne sont, ils sont pas nécessaires. Alors vous avez affirmatif contre négatif, vous avez actif contre passif, vous avez neutre contre empirique. Et voilà. Puis on passe à ce qu'on appelle deux termes à retenir lors de l'analyse par arbre-sens. L'analyse arbre-sens, c'est l'analyse, c'est-à-dire par arbre. Vous avez fait en première année cela, et bien sûr en deuxième année vous aurez aussi cette thématique. Et puis par rapport à cela, il y a comment dirais-je, il y a ce qu'on appelle le thème et le REM. Le thème, lorsque vous voulez analyser ou bien votre phrase, vous allez sortir le thème et REM sont facultatifs, mais ces thèmes aident à bien comprendre et vraiment, c'est-à-dire le texte, bien le cours attractif et intéressant à suivre. Le thème, c'est on pose la question de quoi, ou bien de qui, c'est-à-dire le sujet. Euh, voilà, le REM, vous posez la question ce qui, c'est-à-dire ce qui on dit ou bien de ce qui on parle.
c'est-à-dire le pivot. Le thème est représenté sur l'axe syntagmatique. Bien sûr aussi, dans ce cours, vous allez croiser ce qu'on appelle, ce que vous avez fait, bien sûr, dans la linguistique, euh, les deux fameux axes paradigmatiques et syntagmatiques. Puis on a ce qu'on appelle les critères de connaissance, qui sont, vous avez fait déjà sa première année, mais vous passez aussi sur, dans la deuxième année, vous n'allez pas étaler sur ça parce que vous avez déjà eu cette information, ce cours et cette thématique. Alors c'est juste je dirais peut-être euh, une sorte de rappel, une sorte pour toujours garder ces informations parce que ce sont nécessaires. La morphologie, vous avez c'est-à-dire l'analyse morphologique, distributionnelle et syntaxique. Ces critères permettent de classer les 9 mots, bien sûr. Lors de l'étude des 9, c'est-à-dire les 9 formes de discours, vous allez procéder par ces critères. Et puis on passe ce qu'on appelle l'organisation de la phrase syntaxique, qui s'organise sur ce qu'on appelle vous avez l'organisation de la phrase syntaxique, vous avez une définition de la phrase, non, c'est-à-dire vous avez une définition, la phrase de la phrase traditionnelle est définie comme l'ensemble des mots comprises entre deux mots. Ça c'est une information que j'ai ajoutée juste pour connaître, pour la garder comme ça et la retenir lorsque il vous demande, ou bien au moins connaître la définition de la phrase. C'est voilà, c'est défini comme l'ensemble de mots compris en deux mots, c'est ça. Bon, par exemple, ici on a des exemples. Paul arrive tout seul. Tout seul, c'est un syntagme adjectif. Et puis on a la phrase syntaxique. C'est un ensemble autonome de syntagmes dépendant syntaxiquement d'un pivot qui est un verbe, un verbe conjugué. Par exemple, on donne un exemple. Il est parti. Il n'avait pas envie de rester plus longtemps. Puis on a les différentes formes de pivot. Voilà, le pivot, lorsqu'il s'agit de pivot, c'est pas nécessaire, c'est-à-dire que le verbe peut être pivot. Non, il peut être dans la phrase ou bien la chaîne parlée. On peut avoir comme pivot le nom, le pronom, le verbe et un infinitif ou bien un adverbe. Et puis on a les deux critères de reconnaissance d'une phrase. Vous pouvez avoir comme question déterminer ou bien quels sont les deux critères de reconnaissance dans une phrase. Il faut les reconnaître et les mémoriser. C'est la cohérence et l'autonomie par rapport à la phrase. Bien sûr, par rapport à la phrase simple et complexe, et aussi par rapport au syntagme et par rapport à la phrase syntaxique. Bon, la phrase simple, maintenant on va vous donner la définition de la phrase simple et faire la différence entre la phrase simple et la phrase complexe, pardon. La phrase simple, c'est une phrase syntaxique qui ne contient, bien qu'elle ne comprend aucun syntagme subordinat. La complexe, par contre, la phrase complexe, c'est une phrase qui contient, ou bien elle comprend un ou plusieurs syntagmes subordinats, compléments ou du verbe principe. C'est-à-dire par rapport à la phrase, si vous voulez faire la distinction entre les deux, dans la phrase simple, si on a un pronom relatif ou bien un pronom, c'est-à-dire une conjonction subordination, bien on a un syntaxe subordinat, parce que c'est pas nécessaire pour connaître un syntaxe subordinat, on va, c'est-à-dire le déterminer par un pronom relatif ou bien une conjonction subordination. Non. On a des fois des phrases qui ont un sujet propre. Puisqu'ils ont un sujet propre, vous avez nécessairement ou bien obligatoirement, il y a ce qu'on appelle un syntagme subordinat par rapport au sujet propre. L'essentiel, on ne va pas compliquer les choses, entre phrase simple et phrase complexe, c'est le signe de ce qu'on appelle euh, le pronom, c'est-à-dire, c'est ça. Ce pronom relatif, normalement, il est ce que vous devez avoir durant tous ces cours, vous aurez à avoir des exemples de cette manière.
trouver beaucoup de pronoms relatifs et des conjonctions de subordination qui déterminent un syntaxe subordinat. Un syntaxe subordinat, complément du verbe principal. C'est ça. Les fonctions primaires et fonctions secondaires. Maintenant, on est arrivé à ce qu'on appelle les fonctions primaires et les fonctions secondaires. Bien sûr, j'ai fait une conception d'un tableau ici. Il est bien, comment dirais-je, bien étalé. Il est bien riche en termes. Je vais vous relater ou bien lire ce que j'ai préparé. Dans les phrases syntaxiques à pivot verbal, un ensemble de syntagmes s'organise autour du verbe principal. Les syntagmes qui dépendent du verbe principal sont des syntagmes à fonction primaire. Et, ce qui dépend d'un autre mot que le verbe soit en fonction secondaire. C'est-à-dire, ce que vous devez mettre dans votre tête, c'est ce tableau. Il y a ce qu'on appelle les fonctions primaires, fonctions primaires fonctions primaires et fonctions secondaires. Dans les fonctions primaires, vous avez essentiel, vous avez accessoire. Par rapport à l'essentiel, vous avez toujours le sujet, il a toujours la fonction, sa fonction elle est primaire. Par exemple, le chat dort. Ici, on a le COD, complément d'objet indirect. Par exemple, le chat attrape une souris. Bien sûr, lorsque vous devez connaître le COD, il faut toujours poser la question après le verbe. Le chat attrape quoi? Attrape une souris. Bien, c'est ça. Et vous avez un complément d'agent. Cette affaire est suivie par le patron. Par le patron, c'est un complément d'agent. Ce que vous devez reconnaître, que dans le complément d'agent est toujours lié à ce qu'on appelle la forme passive. Et aussi, je peux vous donner une petite astuce, par rapport au complément, c'est-à-dire le COD, il est toujours présent dans la forme active. C'est ça. Dans l'attribut, vous avez ce qu'on appelle l'étudiant, par exemple, l'étudiant est malade. L'attribut sujet, bien sûr, est malade. Malade, c'est un attribut sujet parce qu'il est après un verbe d'état qui est verbe être. Et vous savez aussi ce qu'on appelle locatif. Par exemple, il est à Paris. Paris, c'est un mot c'est un mot propre qui désigne un lieu. Alors, c'est un locatif. Il est toujours, et ces classes, ils ont la forme, ce qu'on appelle la fonction primaire. Ici, on a une petite remarque. On ne peut supprimer ces syntagmes parce que sont insupprimables. Tous les syntagmes qui ont la fonction primaire, on ne peut les supprimer, ils sont primordiales. On peut dire aussi ils sont inhérents, c'est-à-dire ils sont, comment dirais-je, inséparables il y a un autre mot lié à séparable, je crois, l'essentiel, on ne peut pas les supprimer. Puis on a dans dans la fonction primaire, on a ce qu'on appelle les accessoires. Dans les accessoires, on a ce qu'on appelle le CC, complément circonstanciel. Exemple, je viendrai demain. Je viendrai demain. Voilà, je viendrai demain. Et puis on passe à ce qu'on appelle les fonctions secondaires. Dans les fonctions secondaires, vous avez ce qu'on appelle les expansions. Les expansions, vous avez c'est-à-dire quatre formes. Les expansions du nom, du pronom, de l'adjectif et l'adverbe. Vous devez retenir ça. Et puis on passe ce qu'on appelle les niveaux de l'analyse. Les niveaux de l'analyse, c'est un cours à part entier. Ici, les niveaux de l'analyse par rapport à la phrase simple et la phrase complexe. Dans la phrase simple, si vous avez une phrase simple, c'est-à-dire, si vous avez une phrase simple, c'est-à-dire il n'y a pas de syntaxe subordinat. Ça y est. Alors l'analyse, elle contrôle ce qu'on appelle le niveau, ce niveau. Mais si, par contre, si vous avez une phrase complexe, alors il y a différents, c'est-à-dire vous allez étaler ou bien procéder par 10 niveaux, 1, 2, 3, 4, etc. Dans le niveau 1, si on a par exemple une phrase complexe, on va commencer par le verbe de la principale. Ici, mes amis, il faut bien mettre dans votre tête que lorsqu'on a une phrase complexe, c'est-à-dire on a forcément ce qu'on appelle deux propositions. C'est pas préposition, proposition, c'est-à-dire deux phrases. Sont bien sûr, c'est-à-dire sont
comment dirais-je, sont, euh, sont séparés par une conjonction de coordination et ou bien une conjonction de subordination. Par exemple, je dis je viens et après vous rappelle. Je viens et après je vous rappelle. Mais ici, il faut avoir un syntaxe subordonné. Par exemple, je dis je viens et bien ce qu'il est, je dis par exemple ce qu'il est, ce qu'il porte, ce qu'il est. Non, je dis par exemple ce que vous m'avez dit. Non, on va prendre un autre exemple. Il vient tard. Il vient tard et qui non oui il vient tard et puis il réclame que ce n'est pas de sa faute. Par exemple que vous remarquez que dans cette phrase il vient tard et en plus il réclame, ça c'est la principale, que ce n'est pas de sa faute. Que ce n'est pas de sa faute, c'est un syntaxe subordinat. L'essentiel, vous avez deux propositions. Dans la première, qui ne contient pas un syntaxe subordinat, c'est ce qu'on appelle la principale. Et la deuxième, c'est la phrase subordinat. Bon, dans l'analyse, lorsque vous faites l'analyse par niveau, dans le niveau, vous avez verbe de la principale. On va chercher le verbe de la principale. On a dit quoi, par exemple? Il vient tard ou bientôt. Alors on va prendre le vient, on va le déterminer par un syntaxe verbal. On va donner aussi la fonction du syntaxe, c'est un pivot, parce que le verbe est toujours pivot. Et de cette manière, puis dans le deuxième niveau, on va passer premier verbe de la subordinate. Ah, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la deuxième proposition, la phrase subordinate. On va chercher le premier. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir plusieurs verbes. On va trouver le premier verbe, et on va le classer comme verbe de la subordonnée. Et puis, dans le troisième niveau, on va aussi verbe de la subordonnée, le deuxième verbe, s'il y a un deuxième. Et aussi, de cette manière, ainsi de suite, quatrième niveau, cinquième niveau, on va c'est-à-dire, mentionner les verbes. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, point virgule, on va aussi mentionner ce qu'on appelle le que, qui est complément, c'est un pronom relatif, c'est un complémentaire, il faut aussi préciser ça. Et aussi, il faut aussi mentionner le syntaxe subordinal. Vous allez dire, il y a un syntaxe subordinal qui a une fonction, par exemple, primaire, etc. Et si vous avez aussi des extensions, vous allez aussi les mettre. Mais il faut sachez bien, mes amis, que si la phrase, c'est-à-dire par niveau, l'analyse par niveau, elle focalise sur ces deux niveaux. C'est-à-dire, si vous avez une phrase simple, vous allez faire l'analyse sur un seul niveau par rapport à la principale. Si vous avez une phrase complexe, c'est par rapport à la deuxième phrase qui est, c'est-à-dire euh, la phrase, je dirais, comment dirais-je, subordinée, c'est ça. On va passer à notre titre, les fonctions primaires essentielles. Le sujet se caractérise par 5 propriétés. Ce sont des informations à les ajouter à votre information et à votre connaissance. Et l'élément essentiel à la construction d'une phrase, on part de quoi? Du sujet. Maintenant, on est dans le sujet. L'avion, par exemple, on donne l'exemple, l'avion a percuté la montagne. L'auteur ici il dit que le sujet aide dans l'accord du verbe et du participe en genre et en nom. Et en personne, lorsque le participe passé de la forme verbale est conjugué avec être. Avec verbe être. Et aussi, les amis, aussi, je vais vous donner une petite remarque. Il faut faire la distinction entre verbe être, c'est-à-dire entre l'auxiliaire et le verbe. C'est facile. Par exemple, si vous avez, j'ai mangé. Vous avez et manger. Vous avez un participe passé suivi, bien précédé par verbe avoir. Est-ce que ici c'est un verbe ou un auxiliaire? Ici c'est un auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un participe passé. C'est bon. Lorsqu'il est employé seul, par exemple avoir, bien être, et suivi par exemple d'un verbe à l'infinitif. Ça, ici, dans cette forme, c'est un verbe, c'est pas un auxiliaire. C'est ça. C'est juste pour information. Par exemple, on dit toutes les décisions seront conduites ici. Puis le sujet est le seul élément qui peut être extrait à l'aide de la locution c'est. 3 points qui. Exemple, c'est mon frère qui avait raison.
Le sujet appartient à la catégorie générale des constituants nominaux. Les syntagmes nominaux, par exemple, on donne un exemple, syntagme nominal comme mon père, non, non propre, non, par exemple, non propre. C'est-à-dire que le syntagme nominal, il peut être un nom propre, comme Paris par exemple, Mohamed, Ali, Jean, etc. Syntagme nominal, euh, par exemple, vous avez aussi un syntagme nominal qui comprend par exemple, euh, par exemple, un complément et un nom expansé. Et aussi vous avez un syntagme nominal qui peut aussi être un nom, juste des substitutifs pronominaux qui sont ils, certains, plusieurs. Pas ce qu'on appelle les équivalents propositionnels, exemple, qu'il démissionne serait la meilleure des solutions. Alors les équivalents, c'est-à-dire par rapport au verbe démission, elle devient démissionner, la démission. C'est ça les équivalents. C'est-à-dire à partir d'un mot, on peut sortir par exemple un nom, on peut sortir un adjectif, etc. Peuvent être sujets d'un verbe, syntagme nominal, le cours est commencé. Syntaxe pronominal, il est parti. Syntaxe infinitive, souffler n'est pas joué. Syntaxe subordinale, qu'il soit parti, ne m'étonne pas. Ce sont des exemples par rapport aux syntagmes, différents syntagmes. Si vous avez trouvé des problèmes à les connaître, vous allez les connaître et les savoir comment former des exemples à partir des exemples. Comment former des syntagmes à partir des exemples. Parce que toute la grammaire elle est liée à la pratique, à des exemples. Si vous ne faites pas des exemples, vous n'arrivez pas à saisir. Et ici, on a une petite remarque, un B, la grammaire traditionnelle caractérise la fonction du sujet par une disjonction, séparation interpellative. C'est-à-dire le sujet précise l'être, la chose qui fait ou qui subit l'action qui est dans l'état exprimé par le verbe. Vous avez par exemple la valeur sémantique. Ça, c'est dans notre titre, la valeur sémantique. On avait le sujet peut être agent, il peut être bénéficiaire, il peut être instrumental, locatif, expérimenteur, ou bien de cause, ou bien agent, patient, siège de procès, etc. Par exemple, on va commencer par sujet l'agent. Lorsque le sujet est agent, par exemple, dans l'exemple, Luc cultive le jardin. Ici, on a le sujet qui est agent, qui est Luc. Bénéficiaire. Le sujet, il est bénéficiaire lorsqu'on dit Marie a reçu une gerbe de fleurs. Instrumental. Ce stylo écrit mal. C'est-à-dire, on trouve sur deux. Par rapport c'est-à-dire au titre, ou bien par rapport à l'appellation instrumentale, ce style écrit mal, la façon, c'est-à-dire c'est une chose alors on qualifie instrumental. Locatif, l'autoroute contourne la ville. Expérimental, Paul admire. Cause, tous ces événements ont ralenti les travaux. Agent, c'est-à-dire ici, lorsqu'il est agent, il est non statif et s'il est patient, il est forme passive, c'est-à-dire le sujet, il est patient lorsqu'on a la phrase passive. Il est siège de procès lorsqu'il est statif. Ici, il faut savoir, c'est-à-dire c'est quoi statif, le mot statif. Statif veut dire qui indique l'état. L'état. On dit statif. Par exemple, les verbes d'état, il indique l'état. On dit statif. Agent, non statif. C'est-à-dire les verbes employés, il n'indique pas l'état. Patient, forme passive. Par rapport à un sujet employé dans une phrase passive. Siège de procès, il est statif. Il est statif, alors forcément, c'est un verbe qui indique l'état. Le sujet est agent pour les formes actives des verbes envoyant à un type de procès non statif qui indique l'état. On a dit ça. Exemple, manger. Exemple, manger, marcher, expliquer, courir. Ce sont des verbes qui indiquent l'état. Le sujet est patient pour les formes passives de ces mêmes verbes, c'est-à-dire les 20 verbes qu'on a cités. Vous les trouvez dans des formes passives. Exemple, l'équipe nationale a été battue sur son propre terrain. Le sujet est siège de procès pour les verbes envoyés à un type de procès statif. Statif, c'est-à-dire indique l'état. C'est ça que vous devez retenir.
ND, c'est-à-dire remarque, statif veut dire qui indique les. On a dit ça. Exemple, être, paraître, sembler, ressentir, etc. Je ressens les mêmes douleurs aux articulations. Ici, une petite remarque, c'est la forme passive qui détermine le sujet du siège procès. Ah, c'est ça. Il ne faut pas être perdu ou bien fourvoyé par siège de procès. C'est simple. C'est-à-dire, vous avez un verbe qui indique qu'il a la forme stative, c'est la forme passive, et la forme passive détermine le sujet siège procès. On a dit une siège procès, ici on a dit siège procès, c'est-à-dire le verbe qui est utilisé, il est statif et qui indique l'état. Tout simplement, vous trouvez un des verbes, être, paraître, sembler, retenir, etc. Remarque, le sujet peut être apparent ou bien réel. Ça, maintenant, il y a d'autres formes de sujet. Il peut être soit apparent ou bien réel. Exemple, il s'est passé des événements horribles. Il s'est passé des événements horribles. On a deux sujets, on a il, on a des événements. N'est-ce pas? Bon, maintenant on va connaître, c'est-à-dire la forme de il et événement. Entre pas un réel ou apparent. Bon, le réel, c'est-à-dire ce qui dépend de la phrase. Il s'est passé des événements horribles. Il, je ne pense pas qu'il n'est ce sujet, il n'est pas très important que le mot événement. Parce que lorsqu'on dit il s'est passé quoi? Vous voyez, elle n'est pas, c'est-à-dire, elle ne détermine pas, elle ne donne pas d'informations, plus d'informations, de détails. Mais lorsqu'on précise des événements, maintenant on a un autre sujet. C'est-à-dire, il y a eu des choses, qui sont, par exemple, des événements. Alors, des événements sont euh, c'est un sujet réel. Et il, c'est un sujet apparent. Vous voyez? Il, sujet apparent, vous voyez, on a dit ça, et sujet, bien, sujet grammatical. Il a deux appellations, et des événements horribles, sujet réel ou sujet sémantique. C'est les différentes appellations. Vous prendrez que apparent et réel. Maintenant, sujet impersonnel. Exemple, il y a erreur. Il, sujet impersonnel. Maintenant, on va connaître, c'est-à-dire la forme du sujet impersonnel, personnel et impersonnel. Une forme impersonnelle, on peut la connaître lorsqu'on n'arrive pas à faire la transformation. Ça, c'est la forme impersonnelle. C'est-à-dire lorsqu'on a, par exemple, une phrase, on a le sujet, par exemple, il, et cette phrase, on peut la transformer, on peut la rendre, par exemple, passive, ou bien on peut la transformer. C'est-à-dire, si on fait la transformation, elle est toujours correcte, elle ne devient pas agrammaticale. C'est-à-dire que le sujet, il va changer sa place. Puisque le sujet a changé sa place et la phrase, elle a gardé toujours le sens, alors dans ce cas-là, on dit que euh, c'est un sujet personnel. Parce que le sens, il est toujours, c'est-à-dire, il est toujours fiable. Mais si on fait la transformation, on ne peut pas faire la transformation, mais on fait la transformation pour connaître. Bien sûr, lorsqu'on fait la transformation d'un sujet qui n'est pas, c'est-à-dire qui est impersonnel, bien sûr, on va avoir par la suite une phrase agrammaticale. Et dans ce cas, on dit que c'est un sujet impersonnel. C'est ça. Il ne faut pas se perdre entre personnel et impersonnel. Impersonnel, on ne peut faire la transformation, et avec personnel, on fait la transformation. Par exemple, la phrase active à la phrase passive, le sujet reste toujours et le sens est toujours fiable. Dans ce cas-là, on qualifie le sujet comme sujet personnel. Bon, maintenant, on a un exemple, il faut une décision rapide. Il faut une décision rapide. Lorsqu'on dit une décision rapide, il faut, ça c'est faux, c'est agrammatique. On doit faire cette petite étoile qui est ce qu'on appelle l'astérix, oui, qui indique que cette phrase est agrammaticale. On peut pas dire ça en français, c'est faux. Puis on a une petite application. Vous avez cette application, moi je ne vais pas étaler, je vais juste lire. Ni riant, par exemple, vous avez le premier exemple, ni riant, triste, tel qui est le mara. Le mara, c'est le sujet, à vous de le déterminer entre pas apparent ou bien réel. Où sommes nous pilotes? C'est quoi ça? Et
Et à partir. Bon, ici, il y a une petite faute, c'est elle est apparaissait une blancheur qui était le lever du jour à l'ouest. Blêmissait une autre blancheur qui était le coucher de la lune. Ça, c'est tiré d'un poème, ou je sais pas, d'un roman. Ici, dans la première, c'est elle est apparaissée. Vous devez trouver le sujet. Oui, oui, puis on passe toutes les croisières est-elle là. Reconnaître est quelque chose, connaître est mieux. Vivre la République, sur ces deux chats se dessinaient droite et immobile, des silhouettes noires. Et puis on a terminé. Puis en application, dans les phrases suivantes, dites si le pronom il, un sujet, personnel ou bien personnel, personnel, entre personnel, impersonnel, apparent ou bien pronom reprise. Bon, on a fait ça, entre personnel et personnel, c'est bon. Bon, d'ici le pronom il est sujet impersonnel, personnel, on a expliqué ça. Apparent ou apparent bien réel, on a expliqué ça. Le pronom de reprise, le pronom de reprise, mes amis, c'est par rapport au code écrit. Lorsque vous faites, par exemple, l'inversement du sujet. Par exemple, vous dites il vient. Et, par exemple, on dit il vient. Dans le code écrit, vous devez dire, euh, par exemple, vous dites tu viens, mais lorsque vous faites l'inverse, elle devient viens-tu. Oui, viens-tu. Ça, c'est un pronom de reprise. Le tu, elle devient un pronom de reprise. Bon, ici, il y a des exemples. Tout à coup, dans ce vaste tumultueux silencieux. Je ne vais pas lire parce que on va pas perdre du temps. Comme vous voyez devant vous, je vais juste défiler doucement pour si quelqu'un euh, veut copier, bien écrire, il trouve pas de, il trouve une sorte de délicatesse, il trouve de sorte euh, il se trouve à l'aise, c'est-à-dire d'écrire à l'aise et de prendre Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle. Ici, il y a la correction. La correction. Ça c'est voilà, c'est les pronoms. Et par rapport aux 3 et 4 5 et tous ces chiffres, c'est par rapport c'est-à-dire au exemple. C'est-à-dire, par exemple, ici, si il faut un matelot solide, bon rameur, bon nageur. Ici, on a dans la phrase 6. Alors 6, elle est qualifiée sujet impersonnel. Vous voyez ça? 6. Il est 6 dans la 6. Ouais. Bon, puis on passe ce qu'on appelle les tournées impersonnelles, application. Dans les phrases suivantes, introduisez un sujet appartient et étudiez quand il y a lieu le différent orthographique et syntaxique. Attention à cette phrase. Bon, les tournées impersonnelles, par exemple, vous dites un inventé extraordinaire mais arrivé aujourd'hui. Vous allez charger le verbe. Par exemple, une aventure extraordinaire mais arrivée. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites par exemple dans la tournée impersonnelle, pour faire, c'est-à-dire transformer cette phrase en tournée impersonnelle à une tournure, comment dirais-je, personnel, vous dites il m'est arrivé une aventure extraordinaire aujourd'hui. Vous voyez? Par exemple, de partir est bien agréable, mais revenir l'est aussi. Vous dites par exemple, cherchez le verbe, vous dites par exemple, euh, par exemple, vous dites, euh, il est agréable de partir, mais de revenir l'est aussi. Vous voyez? Et ainsi de suite. La place du sujet maintenant. Le sujet est le plus souvent placé avant le verbe, mais lorsqu'il est placé après le verbe, la plupart des grammairiens l'appellent sujet inversé ou postposé. C'est-à-dire le sujet, vous avez ce qu'on appelle antiposé et postposé. Antiposé, il est toujours avant, postposé, il est après. Exemple, phrase interrogative, que fait la police? La police, le sujet c'est un sujet. Puis vous avez l'adverbial. Vous dites par exemple encore, faut-il qu'il accepte. Lorsque vous dites encore, il faut qu'il accepte, ça c'est faux, on ne dit pas ça, c'est agrammatical. Vous voyez que le signe, l'astérix, sujet antiposé, sujet postposé, on a dit ça, on a expliqué.
Euh, c'est par rapport au sujet. Trouver le sujet. S'il est au début, il est antiposé. S'il est après, à la fin, il est postposé, tout simplement. Le complément d'objet. Bon, on a dit que le complément d'objet, il faut toujours, pour sortir le complément d'objet, il faut poser la question après le verbe. On dit par exemple, Mohamed mange une pomme. Mohamed mange quoi? Une pomme. On a posé la question après le verbe. Mohamed mange quoi? Mange quoi? Alors, on a une pomme c'est un COD. Bon, c'est un complément essentiel d'un verbe autre qu'un verbe de départ. Il peut être construit sans préposition, bien sûr, parce que celui qui est avec un préposition, c'est pas un COD, c'est un COI. Mohamed mange une pomme, on a dit ça. Une pomme, c'est un COD. Ou avec préposition, Mohamed donne une pomme à son frère. À son frère, c'est un COI. Il faut bien préciser ça. Les verbes qui admettent un complément d'objet sont des verbes transitifs. Ah, maintenant, on va parler de verbes transitifs. C'est-à-dire, dans les verbes transitifs, on a ce qu'on appelle les verbes transitifs, non, verbes non transitifs, intransitifs, pardon. Les verbes transitifs, qu'est-ce qu'ils introduisent? Ils introduisent soit un COD, soit un COI. Bon, lorsqu'il s'agit d'un COD, on a un verbe transitif direct. Lorsqu'il s'agit d'un COI, on a des verbes transitifs indirects. Mais les verbes qui introduisent ni COD ni COI, ce sont des verbes intransitifs. C'est ça la différence. Pardon. Et les verbes qui ne mettent pas sont on a dit ça, catégorie de complément d'objet. Ce qui peut être complément d'objet, c'est un syntagme nominal. Par exemple, bon, je prépare la pâte. La pâte, c'est un COD. C'est un syntagme nominal, prépositionnel. Par exemple, je dis, je me souviens de ce voyage avec émotion. De ce voyage avec émotion, on a la préposition, alors c'est un COI. Un syntagme pronominal, je les ai achetés. C'est un COD. Ah, maintenant, il faut savoir, mes amis, qu'il y a aussi ce qu'on appelle les pronoms personnels compléments d'objet direct. Il y a aussi ce qu'on appelle les pronoms personnels compléments objet indirect. Bon, ce que vous devez retenir, c'est que dans les différentes personnes, par exemple, je, tu, il, nous, vous et il avec S, les trois premiers je, tu, il, ce sont les singuliers, et nous, vous, il avec S, c'est le pluriel. Bon, par rapport aux les compléments, personnes en complément d'objet direct, on a par exemple le je, tu, il. On a toujours me, te, et la troisième, soit le ou bien la, elle prend ce qu'on appelle l'illusion, elle devient L apostrophe et L illidée. Et dans les trois qui restent du pluriel, trois personnes plurielles, nous, vous et il, on a ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on a? Oui, on a nous, vous, et on a les. C'est ça, les. C'est pour ça ici j'avais je les ai achetés. Les c'est quoi? C'est un pronom complément, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Ça y est, parce qu'il remplace un complément d'objet direct. C'est bon mes amis. Puis un syntagme infinitiva prépositionnel, elle aime beaucoup marcher. Un syntagme subordinat prépositionnel, j'espère qu'il viendra. C'est un syntaxe subordinat, bien sûr, prépositionnel. Syntagme subordinat prépositionnel, qui viendra. Bon. Euh, et puis vous avez syntaxe subordinat COD. Bon. Il pense à qui? Tu sais. C'est un subordinat préposition COI. Parce que vous avez A, vous remarquez A avec accent, c'est une préposition. Écoutez, ce que vous devez retenir par rapport au COI, soit avec une préposition de et A. Ne cherchez pas les autres. Il me parle de lorsqu'il s'agit de COD, complément d'objet indirect, et c'est la préposition A et 2. Complément d'objet et complément d'agent. Ah, maintenant le complément d'objet et d'agent. Bon. Le complément d'objet et complément d'agent sont deux fonctions primaires essentielles qui sont les deux compléments d'un même type de verbe. Complément d'objet est un complément d'un verbe transitif à l'avant actif. Complément d'agent, ici j'ai écrit argent, pardon, c'est un complément d'un verbe transitif à l'avant passif. Bon, ce que vous devez retenir comme lorsqu'il s'agit de compléments d'argent, par exemple, je vous donne l'exemple suivant. Le boulanger a préparé la pâte pendant la nuit. Ça, c'est la phrase active. Elle devient, on va la transformer en phrase passive. Qu'est-ce qu'on dit? La pâte a été préparée par le boulanger pendant la nuit, n'est-ce pas? Bon, on a dit au début, le boulanger prépare la pâte pendant la nuit.
Le boulanger prépare quoi? La pâte pendant la nuit, c'est un COD, n'est-ce pas? Le boulanger, c'est un sujet. Alors, lorsqu'on fait une transformation, le sujet il devient complément d'agent. Et ce qui était COD, il devient sujet. Parce qu'on dit le boulanger prépare la pâte pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est un COCC, il faut l'oublier. Le boulanger prépare la pâte. Ça y est, la pâte a été préparée. La pâte a été dans l'active, la forme active a été COD. La forme passive, dans la forme passive, elle devient un sujet. La pâte a été préparée par le boulanger. Par le boulanger, ce qui était sujet, on a dit le boulanger, elle devient complément d'agent. Vous remarquez, il y a ce changement. C'est ça, c'est-à-dire déterminer le complément d'agent et le complément d'objet direct. Bon, ici, on va parler de ce qu'on appelle catégorie, un système nominal, syntagme prépositionnel. Il a été assassiné par un fou. Par exemple, il a été assassiné par un fou. Par un fou, c'est un complément d'agent. Un syntagme nominal, c'est-à-dire le complément d'agent, on peut le trouver dans un syntagme nominal préposition, comme il a été assassiné par un fou. Un syntagme nominal, il en est très apprécié. Le en ici, c'est un complément d'agent. Un syntagme pronominal, préposition, il est apprécié de tout. Apprécié de tout. Petite remarque, le complément d'agent est essentiel et accessoire. Parce que il est, voilà, le complément d'agent, il est essentiel et accessoire. Bon, essentiel et accessoire, c'est-à-dire il y a la fonction primaire. On a dit ça que dans la première, il a la fonction primaire. Bon, les compléments présentatifs. Ah, maintenant, les compléments de présentatifs sont des constructions assez proches du complément d'objet direct. Exemple, voici Pierre. Il y a Pierre, c'est Pierre, voilà Pierre. Ce complément, ce sont des compléments qui présentent quelqu'un ou bien une chose, ou bien voilà. Une petite remarque, on emploie les présentatifs pour mettre en valeur le sujet. Aussi, on a ce qu'on appelle l'appellation relief, mais elle n'a rien à voir. L'essentiel. Et puis on a une autre remarque différent au niveau de COD, on peut faire la transformation à la voix passive, tandis qu'au niveau de complément de présentatif, on ne peut pas faire la transformation à la voix passive. Ça c'est entre ce qu'on appelle le complément, on emploie des présentatifs pour mettre en valeur le sujet. La différence. Au niveau du COD, on peut faire la transformation à la voix passive. Ça c'est au niveau de COD. Tandis qu'au niveau de complément présentatif, on ne peut pas faire la transformation à la voix passive. L'essentiel. Sujet, c'est Pierre qui arrive. Complément d'objet. D'accord. Voici une décision que tu devras faire. Les catégories de compléments présentatifs. Syntagme nominal prépositionnel, syntagme pronominal prépositionnel. Et maintenant, on va passer à l'attribut du sujet et l'attribut de l'objet. On a dit que l'attribut du sujet, c'est toujours après un verbe d'état. Dans l'attribut de l'objet, il est un peu lié à ce qu'on a un objet, mais il faut faire la différence entre les deux. Bon, ce sont des fonctions primaires essentielles. Il faut toujours focaliser sur la fonction des amis. Jusqu'à maintenant, on est toujours dans la fonction primaire. Les attributs sujet, soit l'attribut de l'objet, ils ont la fonction primaire essentielle. Ils exigent un type particulier de pivot ou de verbe qui est le verbe d'état.